Bonjour. Depuis 2 heures maintenant, depuis 11 heures heure française, il n'y a plus un seul soldat américain sur le territoire cambodgien. Le président Nixon a donc tenu parole, et il a même tenu parole avec 24 heures d'avance. Cela dit, ce retrait des forces américaines, vous vous en doutez, ne règle pas et de loin tous les problèmes dans le sud-est asiatique. Nous y reviendrons car, en France, l'événement important reste bien sûr les résultats de l'élection de Nancy et les commentaires que cette élection provoque dans les milieux politiques. Donc, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber est le nouveau député de Nancy. Il a été élu hier au second tour avec les résultats suivants. 55,29% des voix contre 24,84% à M. Roger Souchal et 19,87% à M. Antoine, le candidat communiste soutenu par le PSU. Si vous avez hier suivi l'opération prévision des résultats que nous avions mis au point pour Télésoir, vous êtes aperçu que dans cette opération, il y a eu une erreur. Et l'un des responsables de l'organisme, la série, qui était chargé de l'opération, est dans ce studio. Tout à l'heure, il nous expliquera comment une telle erreur était possible. Quoi qu'il en soit, et bien sûr, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette erreur. Mais auparavant, François-Henri de Virieu, quel premier commentaire appelle des résultats chiffrés de l'élection d'hier? Eh bien, vous l'avez dit, victoire de Jean-Jacques Servan-Schreiber, victoire attendue, mais victoire finalement plus large que prévu. 55% des voix, c'est beaucoup dans une élection triangulaire à 3 candidats. Servan-Schreiber a gagné plus de 4000 voix entre le premier et le second tour. D'où viennent ces 4000 voix? Eh bien, il est à peu près prouvé maintenant, et les calculs de la série, dont nous avons donné quelques extraits hier soir, permettent de le prouver ce matin. Il y a des abstentionnistes du premier tour qui se sont déplacés au second tour. Et Jean-Jacques Servan-Schreiber a bénéficié aussi d'une partie des voix du candidat socialiste du premier tour. Je dis une partie seulement, car la moitié environ des électeurs de M. Curot ne se sont pas déplacés pour le second tour. Le grand vaincu du premier tour avait été Maître Souchal, l'ex-député UDR. Eh bien, on peut dire que le grand vaincu du second tour est Michel Antoine, le candidat communiste. En effet, il n'a gagné que 800 voix entre les 2 tours. Or, si l'on cumule les voix du candidat PSU et du candidat socialiste, ils avaient tous les deux obtenu au premier tour plus de 3000 voix. Alors, que sont devenues ces 3000 voix? Eh bien, selon la série, les 2 tiers des électeurs PSU du premier tour se sont abstenus et 1 tiers seulement ont voté pour le candidat communiste. De même, les électeurs socialistes du premier tour, je vous rappelle qu'ils n'étaient que 953, se sont partagés pour moitié entre l'abstention et le soutien à JJSS. Jean-Jacques Servan-Schreiber était, vous vous en doutez, fort satisfait du résultat et dès hier soir, il expliquait à Guy Claes quelle était, selon lui, la portée politique générale de ce résultat qu'il avait obtenu à Nancy. Monsieur Servan-Schreiber, vous avez obtenu plus de 55% des voix. Je pense que c'est largement le résultat que vous espériez. Oui, c'est même plus, mais ce n'est pas le chiffre qui m'importe, c'est qu'une voie nouvelle s'est ouverte. Une voie nouvelle s'est ouverte. Jusqu'à présent, nous étions bloqués dans la célèbre formule de Malraux qui disait « bientôt il n'y aura plus en France que les communistes et nous ». Eh bien, c'était une formule de carcan et de guerre civile. Et puis le gaullisme, après le départ du général de Gaulle, qu'est-ce que ça signifie? Le communisme, une fois que l'échec de la doctrine a été constaté, qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, la formule de Malraux est morte, et elle est morte comme elle le méritait, à l'ombre de la Croix de Lorraine. Alors, si je comprends bien, Nancy, c'était pour vous aussi, en dehors du fait que vous deveniez député de la circonscription, c'était pour vous aussi une étape. Alors, demain, la prochaine étape, c'est quoi? Non, la prochaine étape, c'est de travailler ici, et plus de voix. Oui. De travailler ici pour montrer ce qu'on peut faire, pour montrer ce que les Lorrains peuvent faire par eux-mêmes, car c'est toute notre idée. C'est que la démocratie ne se décrète plus d'en haut, ni de la part du gouvernement, ni de la part des partis, ni de la part de tous les bureaux qui veulent diriger les Français, mais que les Français doivent mettre à leur service et leur gouvernement, et l'État, et les partis. Eh bien, en Lorraine, mon rôle désormais est de le faire. Ici, je n'ai pas à dicter, je n'ai pas à dire aux autres comment il faut faire. Nous le ferons ici, d'autres le feront ailleurs, et une nouvelle vie démocratique naîtra dans ce pays. Samedi, à Strasbourg, le président de la République, précisément, a fait en quelque sorte appel à une opposition constructive. Oui, j'ai vu ça. Est-ce que vous vous voyez dans la peau du leader de cette opposition? Je ne sais pas, mais je constate que la Lorraine a donné une leçon à tous les Français, y compris au président des Français, qui pour la première fois a dit que la vie démocratique dans ce pays ne pouvait pas se dérouler sans une opposition structurée et par conséquent capable de prendre le gouvernement.
Donc vous pensez que cette opposition peut-être est née un peu à Nancy? Je pense que Nancy lui a donné un élan. Merci. C'est en fait un thème essentiel des commentaires. François-Henri de Virieu, peut-on dire que l'élection de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber est une renaissance, un renouveau de cette fameuse troisième force, si souvent cherchée et qui, il faut le dire, a bien souvent échoué? Oui, eh bien écoutez, nous dirons que pour l'instant, il s'agit d'une élection locale, n'est-ce pas? Jean-Jacques Servan-Schreiber, après tout, ce matin, n'est que le député de la Meurthe-et-Moselle. Et il vient de le dire à Guy Claes, il a l'intention, dans les premiers temps, de travailler en Lorraine. Cependant, on peut prévoir qu'au cours des 8 prochains mois, il va se battre pour que sa tendance remporte des succès dans les mairies de localités importantes. Les batailles municipales se déroulent en effet sur un terrain qui lui est favorable, le terrain concret, celui de la gestion quotidienne. Au Parlement, JJSS, comme on dit, devra faire son trou. Comme il n'y a pas d'élection législative avant 1973, il va lui falloir recruter des partenaires, recruter des sympathisants parmi ceux qui, dans les autres formations politiques, souhaitent les réformes, souhaitent réformer notre société. Cela dit, à Versailles, pendant les travaux de l'UDR, les gaullistes ont dit « c'est nous qui sommes les réformateurs ». Oui. Alors, différence ou pas de différence? Oui, effectivement, il y a réformateurs et réformateurs. Le problème, n'est-ce pas, c'est que les gaullistes ont plutôt tendance, par tempérament, à regarder vers le haut que vers le bas. Et ils regardent plutôt, si vous voulez, vers l'étranger que vers l'intendance et les problèmes économiques. Ils accordent une priorité aux idéaux, ils incarnent une certaine conception du rôle de la France et, surtout, ils défendent une politique étrangère indépendante. Jean-Jacques Servan-Schreiber, lui, ne fait pas mystère de ce que son modèle est le modèle américain. Il se place délibérément dans la société de consommation. Il dit en substance, il faut faire tourner cette société, c'est-à-dire qu'il faut bien la gérer sans s'embarrasser de doctrine, alors on fabriquera plus d'argent et les gens vivront mieux. Et ce conflit de doctrine, on le retrouve à travers le vocabulaire qu'emploie Maître Souchal, qui a confié ses impressions à Guy Claes. Maître Souchal, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce que je vais faire, je vais continuer à me battre pour mon idéal. Si j'avais voulu trahir mon idéal gaulliste, j'aurais peut-être été élu la semaine dernière en démissionnant de l'UDR, mais je préfère être battu avec honneur que d'être élu dans le déshonneur. Pour moi, c'est une question de conscience. Alors, à partir de demain, comme militant de base, eh bien, je vais reprendre le combat et je verrai ce que mes nombreux amis me demanderont de faire. Il y avait des problèmes locaux à Nancy, mais est-ce que vous voyez une signification nationale, vous, à cette élection? Il y a les problèmes locaux. La démonstration est faite par le report de l'électorat de gauche, ou tout au moins le non-report de l'électorat de gauche sur le candidat Antoine, contrairement à ce qui se fait d'habitude. Donc il y a vraiment un phénomène local. Il y a aussi un phénomène national, je ne l'ai jamais caché. Il appartient maintenant au gouvernement de revoir une partie de sa politique économique et sociale. Il faut absolument que sur ce plan, ils comprennent la leçon. De même que sur le plan de la régionalisation, il faut qu'il s'y attaque très très rapidement. C'est ce que je lui demande d'ailleurs depuis de nombreux mois, mais il faut bien reconnaître qu'on ne m'a jamais trop écouté. Alors si je suis le révélateur, là... Vous croyez qu'à l'échelon national, pour les prochaines élections municipales par exemple, M. Servan-Schreiber peut lancer quelque chose à partir de Nancy? Bien, il a déjà essayé de lancer autre chose tout à l'heure, si j'ai bien entendu sur les antennes. Il avait dit qu'il ne voulait s'occuper que de la Lorraine, qui était un phénomène exemplaire, mais je viens de l'entendre dire qu'il tentait de devenir le chef d'une troisième force. Je me demande d'ailleurs si les Lorrains, en votant pour lui, pensaient qu'il deviendrait le chef d'une troisième force, qui d'ailleurs n'a pas sa place actuellement sur le plan national. Par conséquent, il faudra voir. Et maintenant, les explications que je vous ai promises sur l'erreur qui a été faite hier lors de l'opération prévision des résultats. Monsieur Dumonceau, vous êtes l'un des responsables de la série, vous étiez chargé de cette opération. Alors, comment cette erreur a-t-elle été possible? Eh bien, il s'agit d'une erreur qui n'est absolument pas due à l'ordinateur. Mais attendez, je vous interromps. Je crois qu'il faudrait d'abord rappeler, n'est-ce pas, quelle était cette erreur. L'erreur a été d'annoncer que Maître Souchal obtenait 16,3% des voix, alors qu'en fait, il s'agissait, dans votre estimation à vous, du chiffre de 26,3, n'est-ce pas? Qui devait se révéler d'ailleurs éloigné du véritable chiffre de l'ordre de 1%. Bien, mais pourquoi avez-vous annoncé 16% alors que vos estimations donnaient 26%? Où s'est passée l'erreur, en fait? L'erreur s'est passée à l'impression du résultat sur le papier, et non pas dans la mémoire de l'ordinateur. Le calcul n'est absolument pas en cause. Un chiffre a sauté lors de l'impression. Il nous restait environ 30 secondes avant de pouvoir communiquer ce chiffre aux téléspectateurs. Nous avons fait l'addition de tête, et la machine humaine a eu une défaillance.
et nous avons annoncé 16,3%. Alors, il y a quand même deux choses qui me surprennent. Premièrement, comment est-ce que le travail d'un ordinateur peut être mis en cause par une simple faute d'impression? En fait, ce chiffre ne s'est pas imprimé et il fallait le rétablir. Manifestement, nous avons fait une soustraction et nous aurions eu un peu plus de ces fameuses 30 secondes, nous aurions évidemment donné le bon résultat. Donc c'est une pure erreur humaine, une erreur de calcul, en fait. C'est une pure erreur humaine due cet ordinateur qu'est l'homme est quelquefois moins perfectionné qu'un véritable ordinateur. Enfin, un zéro à l'école primaire, en somme. Pire qu'un zéro pointé. Bien, je vous remercie, monsieur. Pendant le week-end également, Conseil national du PSU. Et là, M. Rocker a été réélu sans difficulté secrétaire général. Il a fait prévaloir sa thèse, à savoir poursuite du dialogue à la fois avec les mouvements révolutionnaires et avec le Parti communiste. À Paris, aujourd'hui, une rencontre importante au siège du CNPF. Patrons et syndicats discutent de la formation professionnelle. François Gou est sur place et nous appellera dès la fin des travaux. Enfin, un communiqué du ministère des Finances annonce que pendant le mois de mai, la hausse du coût de la vie a été de 0,5%. François-Henri Duvirier, un commentaire, je crois, sur cette hausse du coût de la vie. Oui, eh bien cette hausse du coût de la vie est sensiblement équivalente à celle des 6 premiers mois de l'année. Et elle est assez supérieure, en tout cas, je crois, c'est tout ce qu'on peut dire, aux prévisions formulées par le gouvernement, qui n'envisageait pas qu'elle dépasse 4% pour l'ensemble de l'année. Je vous l'ai dit en commençant ce journal, depuis 2 heures maintenant, il n'y a plus un seul soldat américain sur le territoire cambodgien. Le président Nixon avait promis que cette évacuation serait faite au 30 juin au soir. Elle est donc faite le 29. Cela dit, le président Nixon a quand même autorisé l'aviation américaine à continuer à bombarder le territoire cambodgien et à prêter main forte aux troupes du général Lon Nol, ce qui diminue un peu la portée de l'évacuation, une évacuation qui de toute manière ne résout pas tous les problèmes. Cela dit, il y a 2 heures maintenant, les derniers soldats américains franchissaient la frontière et regagnaient le Sud-Vietnam, Georges Pitoef. Cette scène a été filmée il y a 48 heures. Les dernières unités blindées, qui faisaient partie du corps de 32 000 hommes envoyés au Cambodge il y a 2 mois par le président Nixon, avaient déjà commencé leur repli. Encore quelques kilomètres, et ce sera la frontière, le Welcome Home, l'accueil de bienvenue, avec les flonflons et les Américaines de la Croix-Rouge. Les boys, les garçons, ont-ils compris ce qu'ils allaient faire au Cambodge? Ils sont contents de rentrer, certes. En restant plus longtemps au Cambodge, ils auraient peut-être doublé leur butin, aujourd'hui estimé à 20 000 armes légères, 2 500 armes lourdes, 1 700 tonnes de munitions, 7 000 tonnes de riz. On a aussi tué 11 000 Vietcong et Nord-Vietnamiens. La campagne a été rude, les soldats sont fourbus, bientôt on sera à la maison, bientôt ce sera la quille. Et le Cambodge sera oublié, le Cambodge, où c'est maintenant la guerre. On peut d'ores et déjà tirer quelques premières conclusions de cette intervention américaine au Cambodge. Sur le plan militaire, tout d'abord, les résultats n'ont été que partiellement satisfaisants. Certes, les Américains ont réussi à nettoyer certaines zones du sud-est du territoire cambodgien, mais le front s'est déplacé. C'est ainsi que maintenant, les provinces de l'extrême nord sont contrôlées par les communistes et que la pression Vietcong nord-vietnamienne est extrêmement forte sur Phnom Penh, la capitale du Cambodge, où d'ailleurs les responsables se montrent fort inquiets. Sur le plan politique, outre le choc ressenti aux États-Unis, eh bien maintenant, les Américains ont été remplacés au Cambodge par les Sud-Vietnamiens qui sont 32 000. Les Thaïlandais, à leur tour, parlent d'intervenir, si bien que prochainement, le Cambodge pourrait se voir disputé et déchiré entre ses soi-disant alliés. En Irlande du Nord, à Belfast et à Londonderry, la nuit a quand même été moins dure qu'on ne le craignait. Certes, il y a eu des heurts entre policiers et manifestants, de nouveaux incendies, mais les choses n'ont pas été aussi graves que dans la nuit de samedi à dimanche. Pourtant, la situation est toujours telle en Irlande du Nord que le gouvernement anglais a envoyé de nouveaux renforts de troupes. Stéphane Paoli. Une nouvelle vague d'émeutes avec son cortège de pavés, de grenades lacrymogènes et d'incendies volontaires a déferlé hier soir sur Belfast. Mais les heurts ont été tout de même moins violents que ceux de la nuit précédente et de la veille. Les manifestants sont fatigués par 3 jours de dures bagarres
et les forces de l'ordre ont eu cette fois-ci un allié précieux, la pluie. C'est dans l'est de Belfast qu'a éclaté hier la nouvelle flambée de violence. Des manifestants protestants ont incendié un magasin catholique, empêchant les pompiers de s'en approcher. Comme les jours précédents, des tireurs isolés ont fait usage de leurs armes et les troupes britanniques ont commencé à évacuer les femmes et les enfants des quartiers ouest de Belfast. Les autorités veulent limiter le plus possible le nombre des victimes. 6 hommes sont déjà morts et plus de 200 personnes sont blessées après ces 3 jours d'émeute. Le major James Chichester Clark, Premier ministre provincial, a déclaré hier soir que son gouvernement se trouvait devant une tentative de révolution. Il a ordonné un couvre-feu partiel et annoncé le départ d'un contingent de renfort de troupes pour l'Irlande du Nord. Depuis cette nuit, 550 soldats britanniques de plus sont en Irlande et 11 500 hommes de troupes s'apprêtent à affronter un été qui risque d'être chaud. C'est aujourd'hui que Mme Golda Meir, devant le Parlement israélien, doit répondre au projet de plan de paix américain. On sait d'ores et déjà que Mme Golda Meir rejettera certains points de ce projet et protestera contre le fait que les Américains retardent l'envoi d'avions en Israël. Également demain à Luxembourg, cette fois, ouverture des fameuses négociations entre la Grande-Bretagne et le marché commun, des négociations capitales mais qui seront sans doute très longues. Les catholiques intégristes ont manifesté hier à Rome, une longue marche qui les a conduits jusqu'à Saint-Pierre. Ils étaient 500 venus de tous les pays d'Europe. Les intégristes, ce sont les conservateurs de l'Église, ceux qui veulent rester fidèles à la tradition la plus ancienne, symbolisée à leurs yeux par la messe en latin. En fait, ils ne veulent pas et ne croient pas que l'Église puisse s'adapter au monde moderne. Attaquer ainsi sur sa droite, la hiérarchie catholique est également attaquée sur sa gauche par ceux que l'on appelle les prêtres contestataires, et là un symbole, ce sont par exemple les prêtres qui réclament pour eux le droit au mariage. Robert Serroux a donc demandé pour nous à l'un des responsables de la hiérarchie catholique ce qu'il pensait à l'heure actuelle de la crise de l'Église. Une crise qui est grave et qui s'est... Eh bien, avant d'écouter l'interview de Robert Serroux, voici Rome, voici le Colisée, lieu du martyre des premiers chrétiens. Les combattants de la foi assistent à une messe célébrée en latin. Les combattants de la foi, ce sont des catholiques traditionnalistes, adversaires énergiques de toute réforme de l'Église. Après cette messe, ils ont célébré une veillée de prière sur la place Saint-Pierre, mais le pape Paul VI a refusé de leur accorder audience. Curieusement, ces combattants de la foi affirment vouloir défendre le pape contre lui-même. La grande majorité de ces combattants étaient venus de France à l'appel d'un de leurs dirigeants, l'abbé Quache. De recevoir ce document sur la manifestation intégriste de Rome et nous avons voulu vous le présenter avant de vous laisser entendre maintenant le dialogue que Robert Serroux a eu avec un membre de la hiérarchie sur ces problèmes de l'Église à l'heure actuelle. 44 prêtres viennent d'annoncer officiellement qu'ils quittaient le ministère. C'est grave. Ils donnent pour raison que l'Église officielle refuse de débattre de certains problèmes, tels que les mariages mixtes, le célibat des prêtres ou le divorce. Monsieur l'abbé René Berthier, vous êtes responsable de la Centrale catholique d'information. Est-ce bien la seule raison de ces départs? Je ne peux pas me prononcer à leur place, mais eux-mêmes disent aussi qu'ils veulent lutter pour que les structures de l'Église soient plus évangéliques. Ils font appel à l'Évangile contre l'Église. Il me semble, pour ma part, mais encore une fois, je ne peux donner que mon point de vue à moi, il me semble que l'Évangile, en effet, doit juger l'Église et toutes nos structures d'Église, mais pas contre l'Église, dans l'Église. Mais que veulent-ils en réalité? Veulent-ils une nouvelle Église? Veulent-ils une nouvelle Église? Ils ne nous le disent pas, ils ne donnent pas de projet. C'est pourquoi je pense que leur acte n'est pas un acte collectif. C'est une somme de décisions personnelles prises pour des motifs très divers. Il faudrait qu'ils nous donnent un projet de nouvelle Église, mais a-t-on le droit de faire une nouvelle Église? Le pouvoir n'est pas à prendre d'une manière révolutionnaire dans l'Église, ce n'est pas un État, ce ne sont pas les mêmes lois que dans un État qui jouent. Dans l'Église, le pouvoir nous est donné d'en haut, nous le recevons tous. Et le pape, les évêques et les prêtres, nous sommes tous jugés par l'Évangile, nous recevons cet Évangile. Nous n'avons pas à le réinventer, mais à l'appliquer, sûrement. Deux morts hier encore sur les circuits automobiles. Et deux morts, Patrick Chapuis, qui viennent s'ajouter à une trop longue série. Oui, après Bruce McLaren, après Pierce Courage, c'est maintenant Jean-Luc Salomon, hier à Rouen, et puis Derek Williams.
Les fatalistes diront que c'est la loi des séries, mais pour nous, il y a autre chose. Stéphane Collarot nous a dit, en rentrant, hier, aux Essarts, avant la course, tous les pilotes redoutaient cette épreuve. Et Johnny Reeves, l'un de nos confrères de l'équipe, qui avait recueilli une interview de Jean-Luc Salomon, écrit, c'est les paroles de Salomon, certains circuits me plaisent parce qu'ils posent des difficultés de pilotage, d'autres me font peur parce qu'ils ne présentent pas de difficultés. Et parmi ces circuits, Salomon citait Rouen et Reims. On l'a bien vu hier, toutes les voitures en F3 étaient pratiquement les unes à côté des autres, elles passaient à 3 ou 4 de front. La seule façon de passer, c'était de profiter de l'aspiration de la voiture précédente. Il faut prendre des risques, il y a des accrochages. Jean-Luc Salomon s'est tué, mais en plus, hier, dans cette même course, Bob Volek et Denis Dayan se sont blessés. Denis Dayan très grièvement. La solution, eh bien, elle est peut-être et certainement même dans des circuits plus techniques, avec davantage de virages. Le circuit du Castellet dans le Var est un très bon exemple de bon circuit. Il y a encore 2 circuits qui vont être construits à Dijon et à Montpellier. Partout, on va renforcer la sécurité au maximum avec des rails de sécurité et des filets de protection. Tennis, cet après-midi, Françoise Dürr va tenter à Wimbledon de se qualifier pour les demi-finales en battant l'américaine Martinez. Tour de France, c'est la 3e étape entre Angers et Rennes, 140 km. Zilioli porte le maillot jaune avec 4 secondes d'avance sur Merckx. Ce matin, dans l'étape qui servait de prologue en quelque sorte contre la montre, c'est encore l'équipe de Merckx et de Zilioli qui s'est qualifiée, qui a fait le meilleur temps. L'équipe de Rinsens est actuellement très en vogue dans ce Tour de France. Nous allons revenir pour un instant à la politique intérieure, car François Gault nous appelle du siège du CNPF, où depuis ce matin, je vous le rappelle, se déroulent des négociations entre patrons et syndicats sur les problèmes de la formation professionnelle. François Gault. Oui, Alain Cancet, je vous entends. En fait, ces négociations ne se déroulent pas depuis ce matin, mais depuis 15 mois. Vous voyez qu'elles ont été longues et difficiles. En fait, ce matin, c'était la séance décisive. 30 négociateurs représentant le CNPF et les centrales syndicales sont réunis actuellement et mettent actuellement la dernière main à un accord national sur la formation professionnelle. Ils n'ont pas encore signé, ils le feront sans doute dans quelques jours, mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que sur le fond, la plupart des obstacles, et presque tous les obstacles, ont été levés. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'établir une convention nationale apportant des garanties sur la formation professionnelle et, par conséquent, sur la sécurité de l'emploi. Formation professionnelle primaire, c'est-à-dire l'apprentissage, formation professionnelle complémentaire, c'est-à-dire, si vous voulez, le recyclage, le perfectionnement, l'adaptation aux nouvelles techniques, le droit à une formation nouvelle et payée en cas de changement obligatoire d'emploi. Bref, tout cela, lorsque ça sera conclu, va représenter un outil de protection sociale important. Et pour mesurer son importance, si vous voulez, on peut dire qu'il s'agit, lorsqu'elle sera conclue, d'une convention qui n'existe dans aucun autre pays d'Europe. Ici, c'était en direct du siège du CNPF. À vous, Cognac G. Merci François Gault. France Guérité, je crois que vous allez nous parler d'un beau métier. Oui, mais vous savez qu'il y a un problème au sein de la profession des médecins. Il y a de moins en moins de médecins dans les campagnes de France. Et cela n'est pas sans susciter de nombreux problèmes. Vous avez peut-être vous-même subi les conséquences de cette chose. Y a-t-il des remèdes à cela? Que fait-on pour pallier cette carence des médecins? Qu'en pensent les patients et les usagers et les médecins? Voici un reportage de François Cornet. Et effectivement, depuis 1 an bientôt, il n'y a plus de médecins à Vieille-Maison résidant dans la commune. Je me suis mis en rapport avec le conseil de l'ordre des médecins, tant départemental que national, et quelques candidatures se sont présentées. Pour favoriser au maximum la venue d'un médecin dans la commune, le conseil municipal de Vieille-Maison a décidé d'acheter une maison. Cette acquisition représente une lourde charge pour le budget communal, puisque son montant est égal à environ la moitié de notre budget annuel. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, aucune n'a donné de suite. Quels sont les problèmes qui se posent à vous depuis qu'il n'y a plus de médecin à Vieille-Maison? C'est-à-dire, souvent j'ai des petits-enfants à la maison et quand j'en ai une qui tombe malade, je suis ennuyée, on est obligé de courir après les docteurs à droite, à gauche, enfin, soit en Seine-et-Marne ou dans la Marne. S'il y avait un accident ici, par exemple, comment feriez-vous?
Il faut déjà trouver un docteur. Le plus proche est à 6 km, 7 km. Et c'est ça le gros problème. J'ai déjà eu des problèmes comme ceci. Ils sont assez rares chez nous, mais enfin, ça arrive que ça se produit. J'ai eu une ouvrière qui s'est fait couper une phalange. Et j'ai attendu 1h30 après le docteur. Quel âge avez-vous, madame? Oh, je n'ose plus le dire. 85. Et comment faites-vous quand vous avez besoin d'un médecin à Vieille-Maison? J'ai un médecin à Paris, moi. Le cas de Vieille-Maison n'est pas un cas isolé dans l'Aisne. C'est un problème qui est national et d'ailleurs l'Ordre national des médecins s'occupe de cette question-là, s'y intéresse grandement, car effectivement, actuellement, les jeunes médecins paraissent hésitants à aller s'établir dans les bourgades en remplacement d'un médecin qui est ou décédé ou qui a été s'établir ailleurs. Quand vous êtes en fin d'études, est-ce qu'on vous fait des propositions pour venir vous installer à tel ou tel endroit? Absolument pas. C'est une façon très empirique, c'est-à-dire dans la mesure où on fait un remplacement en fin d'études en campagne tout à fait par hasard, on s'attache au pays, on ne s'y attache pas, ou on a des propositions de la part des médecins ou pas. Ça se passe comme ça, pas autrement, il n'y a aucune structure définie. Moi je suis pour la médecine de campagne parce que c'est très bien, on participe avec les malades, on connaît tous les malades, c'est véritablement une médecine personnalisée. Et malheureusement on est assez éloigné pour le confort, on est éloigné des loisirs, mais je pense que c'est une épreuve humaine qui mérite d'être vécue. Et en plus de ça, ça dépend de ce qu'on entend par campagne. Si c'est la vraie campagne en plein massif central ou la campagne autour de Paris, parce que aussi les conditions sont différentes. Par exemple, moi je serais assez partisan de s'installer à 50 ou 100 km de Paris, avec la possibilité de venir passer le week-end à Paris et puis de suivre une vie assez parisienne, tout en ayant les avantages de la campagne. Partir à la campagne avec une équipe de médecins et installer un centre avec plusieurs médecins, ça peut être intéressant, mais être complètement seul, je crois que c'est ça le gros problème surtout. Et maintenant, il y a des équipes qui se forment, mais il n'y en a pas beaucoup. Et maintenant, nous nous rendons tout de suite à la Bourse de Paris. Gérard Vidalange, quel est le climat à la Bourse? Le climat est bien incertain. Voici un profil de jeune femme et le souriant de la Bourse qui nous échappe. Mais pour répondre à votre question, effectivement, ce climat est bien incertain. On a écouté, comme tous les Français, les déclarations de M. Pompidou à Strasbourg, déclarations qui font état, vous le savez, d'un doublement de notre capacité industrielle en 10 ans, ce qui est évidemment un facteur positif pour l'avenir. Et également, on a tenu compte en quelque sorte, la nouvelle définition de la participation pour M. Pompidou, qui est une participation qui ne doit pas conduire à un système, à un régime d'assemblée dans l'entreprise, c'est-à-dire en installant l'anarchie, mais qui doit permettre un meilleur dialogue. Et je cite les propos de M. Pompidou, il faut qu'à chacun une certaine liberté d'appréciation et de décision soit reconnue dans l'entreprise. Quoi qu'il en soit, sur le plan économique, c'est toujours l'environnement international, la situation américaine qui se répercute sur le marché de Paris, situation américaine qui est très confuse et je dois dire que la lecture des dépêches ce matin donne vraiment une mauvaise impression de cette situation car tous les officiels sont optimistes, on a l'impression que les dirigeants américains veulent chloroformer l'opinion américaine et de dire que tout va bien alors que la situation dans la réalité est beaucoup moins bonne puisqu'il y a des difficultés du côté des compagnies ferroviaires et également une situation simplement sur le plan des affaires qui est loin d'être claire. Voici en tous les cas des ventes sur la rente Pinet aujourd'hui qui montrent que l'échéance du 30 juin est difficile, qu'il faut se faire de l'argent, de la trésorerie et cette rente aujourd'hui qui avait ouvert à 155 francs 50 cote maintenant 155,80 contre 156 francs 10 vendredi. Sur le marché de l'or, eh bien, il y a une hausse en séance car on a ouvert à 6 363 francs et maintenant on cote 6 370 contre 6 360. C'est un mouvement absolument dans la minute, ce qui montre qu'il y a donc tout de même un certain sursaut sur le métal, des achats donc de refuge en quelque sorte sur le métal jaune. Le Napoléon, 57 francs, perd 30 centimes par rapport au cours de vendredi. Les cours des grandes valeurs françaises eh bien, sont soit en baisse, soit répètent les cours de vendredi. BSN, vous voyez, 1242, ce n'est pas encore le cours définitif, mais c'est un cours qui sera certainement en baisse. En ce qui concerne BSN, le président, M. Antoine Riboud,
a déclaré à l'Assemblée que le chiffre d'affaires du groupe atteindra probablement 3 milliards en 70, ce qui montre maintenant